Il y a des hommes que le monde ne reconnaît qu'après leur mort. Des hommes qui ont tout donné, leur santé, leur argent, leur raison, leur sang, à quelque chose que personne autour d'eux ne comprenait vraiment. Des hommes qui ont vu la beauté là où les autres ne voyaient que de la boue, de la paille et du vent. Des hommes qui ont aimé si intensément, si follement, si complètement, que cet amour les a consumés de l'intérieur comme un incendie qu'on ne peut pas éteindre. Vincent Willem van Gogh était l'un de ces hommes. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas une simple biographie. Ce n'est pas une liste de dates, de tableaux célèbres et d'anecdotes pittoresques. Non. Ce que vous allez vivre ici, c'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus douloureux et de bien plus beau. Vous allez entrer dans l'âme d'un homme qui a vécu comme une plaie ouverte, qui a peint comme d'autres saignent, et qui est mort sans jamais savoir qu'il allait devenir l'un des artistes les plus admirés de toute l'histoire humaine. Imaginez un instant. Imaginez que vous ayez travaillé toute votre vie sur quelque chose, que vous vous soyez levé chaque matin avec une passion si brûlante qu'elle vous empêche parfois de manger, de dormir, de penser à autre chose. Imaginez que vous ayez produit plus de 900 peintures et plus d'1 millier de dessins en l'espace de 10 ans seulement. Et imaginez qu'au moment de votre mort, vous n'en ayez vendu qu'une seule, et que cette unique vente ne vous ait même pas permis de vous acheter de la nourriture pour un mois entier. C'est la vie de Van Gogh, une vie d'échecs apparents, de rejets constants, de souffrances accumulées. Et pourtant, et c'est là que tout devient extraordinaire, cette vie était traversée par une lumière intérieure si intense, si irréductible, que rien, ni la pauvreté, ni la maladie, ni la folie, ni l'indifférence du monde ne parvenait à l'éteindre complètement. Aujourd'hui, les tableaux de Van Gogh se vendent pour des centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, des millions de personnes font la queue pendant des heures dans des musées du monde entier pour voir, ne serait-ce que quelques secondes, l'une de ces toiles. Aujourd'hui, son nom est synonyme de génie, de passion, de beauté et de folie. Mais à l'époque où il vivait, il était tout simplement l'homme bizarre du village. Le frère raté, le fils dont les parents ne savaient plus quoi faire, le pasteur qui avait échoué, le peintre amateur dont personne ne voulait des œuvres. Alors la vraie question, celle qui me hante depuis que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, n'est pas comment Van Gogh est-il devenu célèbre. La vraie question est comment un homme pareil a-t-il réussi à continuer à peindre malgré tout? Comment a-t-il trouvé la force, jour après jour, de tremper son pinceau dans la peinture et de continuer à créer des chefs-d'œuvre alors que sa vie s'effondrait autour de lui? Qu'est-ce qui l'a fait tenir? Et peut-être encore plus important, qu'est-ce que sa vie peut nous apprendre sur la nôtre? Je vais vous raconter cette histoire dans son intégralité. Je vais vous emmener dans les polders plats et venteux de la Hollande du 19th century, dans les mines noires du Borinage belge, dans les cafés lumineux d'Arles sous le soleil du midi, dans la chambre bleue de l'asile de Saint-Rémy de Provence, et finalement, dans ce champ de blé sous un ciel d'orage à Auvers-sur-Oise où tout s'est terminé, ou plutôt, où tout a véritablement commencé. Accrochez-vous, ce voyage va vous secouer, il va vous émouvoir, il va peut-être même vous changer. Parce que l'histoire de Van Gogh n'est pas seulement l'histoire d'un peintre fou. C'est l'histoire de chacun d'entre nous qui a jamais rêvé de quelque chose que le monde ne comprenait pas. Bienvenue dans la vie de Vincent Van Gogh, le génie brisé qui peignait sa douleur. Le March 30th, 1853, dans le petit village de Groot-Zundert, aux Pays-Bas, une femme nommée Anna Cornelia Carbentus donne naissance à un garçon. Elle l'appelle Vincent Willem van Gogh. Ce prénom, Vincent Willem, n'est pas choisi au hasard. C'est le prénom d'un enfant mort-né, exactement un an plus tôt, jour pour jour, le 30th of March 1852. Un autre Vincent Willem, un frère fantôme. Un enfant dont la tombe se trouvait dans le cimetière juste en face de la maison familiale, avec ce même nom gravé dans la pierre. Vincent Willem van Gogh, March 30th, 1852. Pensez à ce que cela signifie. Dès sa naissance, le petit Vincent vivait dans l'ombre d'un mort. Chaque fois qu'il passait devant le cimetière pour aller à l'école, il voyait cette pierre tombale avec son propre nom dessus. Chaque fois que ses parents le regardaient, est-ce qu'ils ne voyaient pas aussi, quelque part dans leurs yeux, cet autre enfant qui n'avait pas survécu? Est-ce que Vincent n'a pas grandi avec ce sentiment étrange et oppressant d'être une sorte de substitut, de remplacement, de deuxième version d'une personne qui n'avait pas réussi à vivre? Les psychologues ont beaucoup écrit sur ce phénomène qu'on appelle le syndrome de l'enfant de remplacement. Quand des parents perdent un enfant et en ont un autre peu de temps après, et surtout quand ils lui donnent le même prénom, il peut se créer une dynamique psychologique très particulière. L'enfant qui naît porte un poids invisible, celui des attentes et du deuil inachevé de ses parents. Il grandit avec une identité ambiguë, jamais tout à fait sûr d'être lui-même
ou d'être le fantôme de l'autre. Je ne dis pas que cela explique tout. La psychologie humaine est bien trop complexe pour qu'on puisse la réduire à un seul facteur. Mais c'est un début. C'est une première couche dans la construction de cet homme extraordinairement sensible qu'allait devenir Vincent van Gogh. Le père de Vincent, Theodorus van Gogh, était pasteur protestant. Un homme droit, sérieux, profondément religieux, mais aussi quelque peu distant et rigide dans ses émotions. Il aimait sa famille, cela ne fait aucun doute, mais cet amour s'exprimait davantage par le devoir et la discipline que par la tendresse et la chaleur physique. La mère, Anna Cornelia, était une femme cultivée et sensible, qui aimait dessiner et la nature. On peut sans doute lui attribuer une part importante du sens artistique de son fils. La famille n'était pas riche, mais elle n'était pas non plus dans le dénuement. Elle vivait confortablement dans le presbytère du village, entourée d'une nature plate, venteuse et souvent grise qui caractérise les Pays-Bas. Des polders interminables, des moulins à vent dans le lointain, des ciels immenses et lourds, des champs de bruyère qui s'étendent à perte de vue. Cette nature austère mais d'une certaine beauté sauvage a profondément marqué l'imagination du jeune Vincent. Dès l'enfance, il se montrait différent des autres enfants. Pas exactement asocial, mais à part. Il était intense dans tout ce qu'il faisait. Quand il s'intéressait à quelque chose, à une plante, à un insecte, à la forme d'un nuage, c'était avec une concentration et une passion qui pouvaient sembler disproportionnées aux yeux des adultes. Il collectionnait tout, des papillons, des coléoptères, des coquillages, des morceaux de bois aux formes étranges. La nature était pour lui un livre infini qu'il lisait avec des yeux éblouis. À l'école, ses résultats étaient inégaux. Il n'était pas stupide, loin de là. Il serait plus tard capable de lire et d'écrire couramment en hollandais, en français, en anglais et en allemand. Mais il n'était pas non plus un élève modèle. Il avait du mal à s'intégrer, à s'adapter aux règles et aux conventions sociales. À 12 ans, ses parents l'envoient dans un internat à Zevenbergen, puis à l'école secondaire de Tilbourg. C'est une déchirure. Le jeune Vincent vit cet éloignement de sa famille comme un premier abandon, une première blessure dans ce qui allait devenir un thème récurrent de sa vie, le sentiment d'être rejeté, d'être exclu, de ne pas appartenir. Mais il y a aussi, dans ces années d'enfance, des moments de bonheur simple et intense. Des promenades dans la bruyère avec son jeune frère Théo, qui avait 4 ans de moins que lui, et qui allait devenir le pilier de sa vie, son unique soutien véritable, son confident, son mécène, son ami le plus proche. Les deux frères étaient inséparables dans ces années-là. Vincent parlait, racontait, montrait des insectes et des oiseaux à Théo, qui l'écoutait avec admiration. Il y avait entre eux quelque chose d'extraordinairement fort, une compréhension mutuelle qui allait résister à toutes les épreuves. Et puis, à 16 ans, tout bascule. Vincent quitte l'école, pour des raisons qu'on ne connaît pas exactement. Peut-être des difficultés financières de la famille, peut-être simplement parce qu'il ne s'y sentait pas à sa place, et entre dans le monde du travail. Il le fait grâce à une connexion familiale. La famille Van Gogh avait des liens avec la grande galerie d'art Goupil et compagnie, qui avait des bureaux à Paris, Londres, Bruxelles et La Haye. L'oncle de Vincent, qu'on appelait affectueusement Oncle Sang, était associé de cette maison de commerce. Et c'est ainsi que le jeune Vincent, à l'âge de 16 ans, entre comme employé dans la galerie Goupil à La Haye. C'est le début d'une nouvelle vie, et pendant quelques années, tout va sembler aller dans la bonne direction. La galerie Goupil et compagnie n'est pas n'importe quelle galerie. À l'époque, c'est l'une des maisons d'art les plus influentes d'Europe. Elle vend des gravures, des lithographies, des peintures, des œuvres des maîtres anciens et des artistes contemporains. Travailler chez Goupil, c'est baigner quotidiennement dans l'art. C'est manipuler des reproductions de Rembrandt, de Millet, de Corot. C'est apprendre à regarder, à analyser, à comprendre ce qui fait qu'une œuvre est belle ou pas. Et Vincent se révèle être un excellent employé. Il est enthousiaste, travailleur, honnête. Il apprend vite. Il développe un goût sûr, une connaissance impressionnante des artistes et des mouvements artistiques. Ses supérieurs sont satisfaits de lui. À 19 ans, il est muté à la succursale londonienne de la galerie, ce qui est une marque de confiance significative. Londres, en 1873, est une ville gigantesque, grondante, pleine de contradictions. D'un côté, la richesse ostentatoire de l'Empire britannique à son apogée, ses musées grandioses, ses parcs magnifiques, ses galeries remplies de trésors. De l'autre, la misère abjecte des quartiers ouvriers, les enfants pieds nus dans les rues boueuses, les usines crachant leur fumée noire dans un ciel déjà gris. Vincent voit tout cela. Il regarde tout avec ses yeux d'une intensité particulière, ses yeux clairs, presque transparents, qui ne semblent jamais en repos. À Londres, il développe sa passion pour la littérature anglaise.
Il lit Dickens avec une avidité dévorante, Oliver Twist, David Copperfield, Bleak House, ces histoires de pauvres gens qui souffrent et qui cherchent dignité et amour dans un monde impitoyable résonnent profondément avec quelque chose en lui. Il lit aussi George Eliot, dont il deviendra un admirateur fervent. Et surtout, il découvre les pré-raphaélites, ces peintres anglais qui voulaient retrouver la pureté et la sincérité de l'art d'avant Raphaël, qui peignaient des couleurs vives, des sujets chargés d'émotion et de symbolisme. Mais c'est aussi à Londres que se produit la première grande catastrophe sentimentale de sa vie. Vincent, qui loge dans une pension familiale, tombe éperdument amoureux de sa logeuse, une certaine Eugénia Loyer, fille de sa propriétaire. Il est complètement, follement amoureux d'elle. Il ne mange plus correctement, il ne dort plus correctement, il ne pense qu'à elle. Et quand il finit par lui déclarer sa flamme, elle lui révèle qu'elle est secrètement fiancée à un autre homme depuis longtemps et qu'elle n'a aucun sentiment romantique pour lui. Ce rejet le dévaste, complètement, brutalement. Vincent n'est pas le genre d'homme à vivre les émotions à moitié. Pour lui, tout est toujours total, absolu, sans nuance. Il aime avec une intensité qui effraie les autres. Et quand il est blessé, la blessure va jusqu'à l'os. Après ce rejet, il commence à se replier sur lui-même. Il perd de l'intérêt pour son travail. Il commence à négliger ses clients, à leur parler de religion plutôt que de peinture, à leur faire la morale. Ses supérieurs chez Goupil commencent à s'impatienter. Sa famille, inquiète, le rappelle en Hollande pour les fêtes de fin d'année, espérant que le changement d'air lui fera du bien. Puis il est muté à Paris, dans la maison mère de Goupil. Mais quelque chose s'est cassé en lui. Ce Vincent enthousiaste et travailleur qui était arrivé à La Haye 6 ans plus tôt n'est plus tout à fait là. À sa place, il y a un homme de plus en plus tourmenté, de plus en plus absorbé par des questions religieuses et philosophiques, de plus en plus irritable et difficile à vivre pour ses collègues et ses clients. En 1876, après avoir pris des vacances non autorisées à Pâques et s'être montré franchement récalcitrant envers ses employeurs, Vincent est congédié de chez Goupil. Il a 23 ans. Il vient de perdre le seul emploi stable qu'il avait jamais eu. Et désormais, il va errer pendant plusieurs années, à travers différentes tentatives, différentes vocations, cherchant désespérément où est sa place dans ce monde. Il retourne en Angleterre et travaille un temps comme assistant dans une école de Ramsgate, puis dans une autre, à Isleworth. Il enseigne avec une certaine passion, mais sans vraiment trouver sa voie. Il tente de prêcher à l'église et découvre qu'il aime parler en public, qu'il a un don certain pour communiquer sa foi et son émotion aux autres. La religion, et plus particulièrement le christianisme dans sa version la plus humble et la plus tournée vers les pauvres, devient pendant quelques années son obsession principale. Il rentre en Hollande, travaille quelques mois dans une librairie à Dordrecht, il lit, il lit, il lit encore, la Bible évidemment, mais aussi Michelet, Hugo, Shakespeare. Il écrit des lettres interminables à Théo, ces lettres qui allaient devenir l'une des correspondances les plus précieuses de l'histoire de l'art, parce qu'elles nous donnent une fenêtre incroyablement directe sur l'âme de cet homme extraordinaire. Et puis vient la décision, Vincent veut devenir pasteur, comme son père. Il veut servir Dieu et les pauvres. C'est là qu'il pense être sa vocation. Il s'installe à Amsterdam pour préparer les examens d'entrée à la faculté de théologie. Il s'impose un régime de vie ascétique et brutal. Il dort sur le sol, il se prive de manger, il se flagelle, au sens propre, quand il pense avoir péché. Ces comportements, qui témoignent déjà d'un rapport extrême à son propre corps et à sa propre souffrance, inquiètent ceux qui le côtoient. Mais Vincent ne les voit pas comme des signes de désordre. Pour lui, c'est de la discipline. C'est la voie vers la pureté. Malheureusement, la voie vers le pastorat est longue et s'émet d'obstacles académiques que Vincent, malgré son intelligence et sa culture, n'arrive pas à franchir. Le grec, le latin, les examens formels, tout cela lui résiste. Après 15 mois de tentatives infructueuses, il abandonne cette voie-là aussi et s'oriente vers une formation plus courte d'évangéliste laïque. Et c'est là que sa vie va prendre un tournant radical. Un tournant qui le mènera dans l'un des endroits les plus sombres et les plus misérables d'Europe. Le Borinage. Si vous n'avez jamais entendu ce nom, laissez-moi vous le décrire. Au 19th century, le Borinage est une région minière dans le sud de la Belgique, aux environs de Mons. C'est l'un des endroits les plus pauvres et les plus durs d'Europe. Des mines de charbon qui s'enfoncent dans les entrailles de la terre. Des mineurs qui descendent chaque matin dans l'obscurité totale et remontent chaque soir, noirs de suie, les poumons abîmés, les dos cassés. Des femmes et des enfants qui travaillent aussi, dans des conditions inhumaines. Des accidents fréquents, mortels, que personne ne semble vraiment vouloir prévenir.
Des maisons délabrées, des rues boueuses, une pauvreté absolue et silencieuse. C'est là que Vincent van Gogh choisit d'aller prêcher en décembre 1878. Et ce choix dit tout sur... Là où d'autres auraient cherché une paroisse confortable, une communauté prospère, une vie agréable, Vincent se jette dans le lieu le plus désespéré qu'il peut trouver. Non par masochisme, ou du moins pas seulement, mais parce qu'il est sincèrement convaincu que c'est là que l'évangile est le plus nécessaire et que c'est là que lui, Vincent, peut être le plus utile. Il s'installe d'abord dans la maison d'un boulanger à pâturage, dort dans une petite cabane et commence à rendre visite aux mineurs et à leurs familles. Et là, quelque chose se passe en lui. Une transformation, ou plutôt une révélation. Parce que Vincent, en vivant au contact de ces hommes et de ces femmes qui souffrent, qui travaillent jusqu'à l'épuisement, qui meurent jeunes dans l'indifférence générale, éprouve quelque chose d'une intensité qu'il n'avait encore jamais connue. Une compassion totale, absolue, charnelle. Il commence à donner tout ce qu'il possède. Il donne ses vêtements aux mineurs qui ont froid. Il déchire ses draps pour en faire des bandages pour les blessés. Il dort par terre plutôt que dans un lit, parce qu'il ne supporte pas de vivre mieux que ceux dont il est censé prendre soin. Il distribue sa nourriture jusqu'à se retrouver lui-même affamé. Les autorités ecclésiastiques qui l'ont envoyé là lui envoient des inspecteurs qui sont scandalisés par ce qu'ils voient. Pour eux, un pasteur doit maintenir une certaine dignité, un certain rang social. Ce que fait Vincent n'est pas de la piété, c'est du fanatisme, de la folie. En juillet 1879, il est congédié de son poste d'évangéliste. Un autre échec, un nouveau rejet. Mais cette fois, quelque chose de différent se passe dans son esprit. Parce que Vincent ne part pas. Il reste dans le Borinage. Il n'a plus de mission officielle, plus de statut, plus de revenus. Mais il reste. Il continue à rendre visite aux mineurs. Il continue à les regarder, à les observer, à les dessiner. Voilà. Le mot est lâché. Dessiner. Parce que pendant tout ce temps dans le Borinage, Vincent a commencé à dessiner. D'abord maladroitement, timidement, pour lui-même. Des esquisses de mineurs, de leurs femmes, de leurs enfants. Des croquis rapides qui saisissent une posture, une expression, la façon dont un homme porte un sac de charbon ou dont une femme courbée sous la fatigue s'assied au bord d'un chemin. Ces dessins ne sont pas encore des œuvres d'art. Ils sont maladroits, parfois presque grossiers. Mais ils sont vivants, ils sont vrais. Il y a dedans quelque chose d'urgent, de nécessaire, qui ne ressemble à rien de ce qu'on enseigne dans les académies. Et c'est là, dans ce trou perdu du Borinage, dans cette misère totale et cette solitude presque complète, que Vincent van Gogh comprend quelque chose d'essentiel sur lui-même. Il est peintre. Pas encore, pas vraiment, pas techniquement, mais au fond de lui, il sait maintenant que c'est là que réside sa vocation véritable. Pas dans la prédication, pas dans le commerce de l'art, pas dans l'enseignement, dans la création. Dans le fait de prendre un crayon, un pinceau, de la peinture, et de montrer le monde tel qu'il le voit, c'est-à-dire avec une intensité que peu d'autres semblent capables de percevoir. Il écrit à Théo, qui lui envoie régulièrement de l'argent pour survivre, une générosité que Théo va maintenir pendant toute la vie de son frère, avec un dévouement qui force l'admiration. Dans ses lettres, Vincent commence à parler de son nouveau projet avec une ardeur qui est reconnaissable d'entre mille. Il parle de Millet, ce peintre français qui a représenté les paysans et les travailleurs avec une dignité et une puissance rares. Il parle d'Honoré Daumier, ce caricaturiste et lithographe qui a fait des portraits acérés et émouvants de la misère urbaine. Il parle de ce qu'il veut faire, montrer la vie des gens ordinaires, des pauvres, des travailleurs, avec la même noblesse que d'autres peintres réservés aux rois et aux dieux. Cette période dans le Borinage dure environ 2 ans. 2 ans de solitude, de pauvreté, de doute et d'apprentissage solitaire. 2 ans pendant lesquels Vincent se forme tout seul, dessine sans arrêt, remplit des carnets entiers de croquis. Et au bout de ces 2 ans, à l'âge de 27 ans, il prend une décision ferme et définitive. Il va devenir peintre, vraiment, professionnellement, sérieusement. Et pour cela, il a besoin d'apprendre, il a besoin d'un maître. En 1880, Vincent van Gogh commence véritablement sa carrière artistique, si on peut appeler ça une carrière, parce que pendant les 10 années qui lui restent à vivre, il ne vendra qu'un seul tableau. Mais la vocation est là, solide, indiscutable, et rien ne l'arrêtera désormais. Il commence à Bruxelles, où il prend quelques cours à l'Académie royale des beaux-arts. Puis il retourne en Hollande, à Eton, où ses parents habitent maintenant. Et là, pendant quelques mois, il dessine sans relâche. Les paysans des environs, les champs, les moulins, les arbres tordus par le vent. Il envoie ses dessins à Théo, qui les regarde avec bienveillance, mais aussi avec une franchise affectueuse. Vincent a beaucoup à apprendre, la technique n'est pas encore là. Les proportions sont souvent fausses, les perspectives approximatives, les traits maladroits.
Mais il y a quelque chose en ces dessins que Théo ressent immédiatement. Quelque chose qu'il est difficile de mettre en mots, mais impossible de nier. Une force, une vérité, une présence. Ces paysans mal proportionnés, on les sent. On sent leur fatigue, leur dignité tranquille, leur humanité. À Eton se produit une nouvelle catastrophe sentimentale, comme si le destin s'acharnait à nourrir la souffrance de Vincent. Sa cousine veuve, qui veut Stricker, vient passer quelque temps dans la famille. Vincent tombe amoureux d'elle avec cette intensité absolue qui le caractérise. Il lui déclare son amour, maladroitement, passionnément. Elle refuse catégoriquement. Elle ne veut pas entendre parler d'amour. Elle fuit. Et Vincent, incapable d'accepter ce refus, lui écrit des lettres pressantes, se présente chez son père à Amsterdam pour la voir, et finalement, dans un geste que certains décriront comme de la folie, mais qui révèle toute l'intensité de sa nature, tient sa main au-dessus d'une flamme de bougie, en disant qu'il la maintiendra dans le feu aussi longtemps qu'on lui refusera de voir qui. Son oncle, horrifié, souffle la bougie et le met à la porte. Cette violence qu'il s'inflige, cette incapacité à se protéger lui-même, cette manière de pousser toujours les choses à leur extrême limite, tout cela parle de quelque chose de très profond dans la psychologie de Vincent. Un besoin d'être vu, reconnu, aimé, qui est si intense qu'il en devient destructeur. La rupture avec sa famille devient plus profonde. Son père, exaspéré par ce fils qui n'arrive à rien de stable et qui crée des scandales, a de plus en plus de mal à lui faire confiance. Vincent quitte Eton et s'installe à La Haye, où il va passer 2 ans. À La Haye, il rencontre Anton Mauve, un peintre reconnu qui est aussi son cousin par alliance. Mauve accepte de lui donner des cours, et c'est une période importante pour le développement technique de Vincent. Il apprend à travailler à l'huile pour la première fois. Il apprend à observer, à construire une composition, à penser en termes de masse et de lumière. Mauve est un bon professeur, patient et précis. Mais la relation tourne mal, comme toutes les relations de Vincent ont tendance à tourner mal. Vincent est un élève impossible, passionné, assidu, mais aussi trop sûr de sa propre vision pour accepter facilement les corrections. Il discute, il argumente, il refuse parfois de suivre les conseils qu'on lui donne. Et puis il y a sa vie personnelle, qui est à nouveau un désastre. À La Haye, Vincent rencontre une femme qui s'appelle Sienne, ou plus exactement, Klasina Maria Hornik. Elle est prostituée, alcoolique, et au moment où ils se rencontrent, elle est enceinte d'un autre homme. Tous les gens raisonnables autour de Vincent lui disent que c'est une erreur de s'attacher à cette femme. Son père est horrifié. Mauve prend ses distances. Théo s'inquiète. Mais Vincent ne voit pas une prostituée. Il voit une femme qui souffre, une femme abandonnée, une femme qui a besoin d'être aidée. Et il l'aide. Il l'installe chez lui, prend soin d'elle pendant sa grossesse, élève l'enfant, et pendant presque 2 ans, ils forment une sorte de famille bancale et improbable. Il dessine Sienne. Il en fait des portraits d'une tendresse et d'une honnêteté saisissantes. L'un des plus célèbres, intitulé Sorrow, douleur, la représente nue, assise, la tête enfouie dans ses bras, dans une posture qui exprime une souffrance absolue. Ce dessin est l'un des plus beaux et des plus émouvants que Vincent ait jamais produit. Sous le dessin, il a écrit une citation du poète Jules Michelet. Comment se fait-il qu'il y ait sur la terre une femme seule, délaissée? Cette question, Vincent se la pose à propos de Sien, mais on a le sentiment qu'il se la pose aussi à propos de lui-même. Comment se fait-il qu'il soit seul, délaissé? La relation avec Sien finit par se terminer, à l'automne 1883. Vincent reconnaît lui-même qu'elle n'est pas saine, que Sien recommence à boire, que la situation dans laquelle ils sont tous les deux est une impasse. Avec une tristesse profonde, il quitte La Haye et Sien et part pour la Drenthe, une région sauvage et reculée du nord des Pays-Bas. Et puis il rentre chez ses parents, à Nuenen, dans le Brabant du Nord. Il a 30 ans. Il n'a toujours rien vendu. Il vit grâce à l'argent de Théo, et il peint, avec une fièvre qui ne le quitte jamais. Nuenen est un petit village du Brabant du Nord, entouré de champs, de bois et de bruyères. C'est là que le père de Vincent est maintenant pasteur. Et c'est là que Vincent va passer 2 des années les plus productives de sa vie. 2 années pendant lesquelles sa peinture va faire un bond en avant spectaculaire. Il s'installe dans un atelier qu'il loue juste à côté du presbytère familial, et il se met au travail avec une intensité qui stupéfie tout le monde autour de lui. Il sort chaque matin au lever du soleil pour peindre. Il rentre parfois à la nuit tombée. Il peint les paysans qui travaillent dans les champs, les fileuses de laine dans leurs chaumières, les tisserands devant leurs métiers gigantesques, les arbres tordus en hiver, les oiseaux morts trouvés dans les bois, les nids abandonnés. Il produit des centaines d'études, des esquisses, des peintures. Ses carnets de croquis sont remplis à ras-bord. La palette de cette époque est sombre, presque austère,
brun, ocre, gris, noir, les couleurs de la terre, du charbon, de la suie, les couleurs de la pauvreté. Vincent est fasciné par Rembrandt et par la manière dont le maître hollandais utilisait l'obscurité, non pas comme une absence de lumière, mais comme une présence active, quelque chose qui avait sa propre substance et sa propre signification. Il essaie de reproduire cet effet, de faire en sorte que ses ombres parlent autant que ses lumières. Et puis il y a les paysans. Vincent est obsédé par les paysans. Il les peint assis, debout, courbés, fatigués, vieux, jeunes. Il entre dans leur maison, s'assied à leur table, partage leurs repas. Il veut les peindre de l'intérieur, pas comme des sujets exotiques vus de loin par un citadin curieux, mais comme des êtres humains à part entière dont la vie, aussi dure soit-elle, a une dignité et une beauté propres. C'est dans cet esprit qu'il entreprend son premier grand tableau, celui qu'il considère lui-même comme sa première œuvre sérieuse, son premier vrai chef-d'œuvre, Les Mangeurs de pommes de terre. Cette toile représente une famille de paysans attablés autour d'un plat de pommes de terre, à la lumière d'une lampe à pétrole. La scène se passe la nuit, ou du moins tard le soir. Les visages des 5 personnages, un homme, 2 femmes plus âgées, une jeune femme et un vieillard, sont illuminés par cette lumière jaune-orangée qui crée des ombres profondes et dramatiques. Leurs mains, leurs visages, leurs corps sont marqués par des années de travail manuel. Ce ne sont pas des beaux visages au sens académique du terme. Ils sont rudes, asymétriques, ternis par la fatigue et l'âge. Et c'est précisément là que réside la beauté de ce tableau. Vincent ne cherche pas à embellir ses sujets, il ne cherche pas à les idéaliser. Il les peint tels qu'ils sont, dans leur réalité la plus concrète et la plus vraie. Et en faisant cela, il leur confère une dignité qui surpasse de loin n'importe quelle représentation idéalisée. Dans une lettre à Théo, Vincent explique sa démarche avec une clarté magnifique. J'ai voulu faire comprendre comment ces gens, éclairant leur chétive chaumière de leurs lampes, ont gagné honnêtement leur nourriture. J'ai voulu que cela donne l'idée d'une façon de vivre toute différente de la nôtre, à nous, les civilisés. Je ne voudrais pas que tout le monde trouve ça bien ou beau, d'emblée. Cette honnêteté, ce refus du compromis avec ce que le public attend ou ce qui est beau selon les canons de l'époque, est l'une des marques les plus distinctives du travail de Van Gogh. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à dire quelque chose de vrai. Mais pendant son séjour à Nuenen, un drame survient qui va de nouveau tout bouleverser. Sa mère se casse la jambe en descendant d'un train et Vincent prend soin d'elle pendant sa convalescence. Mais plus grave encore, en mars 1885, son père Théodorus meurt soudainement d'une apoplexie à l'âge de 63 ans. La relation entre Vincent et son père était compliquée, pleine de malentendus, de déceptions mutuelles, d'affections inavouées. Ce décès brutal laisse Vincent dans un état de stupeur et de culpabilité diffuse. Et quelques mois plus tard, un scandale éclate dans le village. Une jeune paysanne que Vincent avait engagée comme modèle, Margot Begeman, qui était secrètement amoureuse de lui, tente de se suicider en avalant du poison. Elle survit. Mais l'événement crée une onde de choc dans le village. On accuse Vincent de l'avoir séduite et abandonnée. Le curé catholique interdit à ses paroissiens de poser pour le peintre. L'atmosphère devient irrespirable. À l'automne 1885, Vincent quitte Nuenen et part pour Anvers, en Belgique. Et c'est là que sa palette va commencer, très lentement, à s'illuminer. Anvers est une ville portuaire vibrante, animée, colorée. Pour la première fois depuis longtemps, Vincent se retrouve dans un grand centre urbain, au contact d'une vie culturelle intense et diverse. Il s'inscrit à l'Académie royale des beaux-arts, mais les cours académiques l'ennuient profondément. Les professeurs veulent qu'il dessine des plâtres, des modèles classiques, des compositions bien ordonnées et bien sages. Vincent veut peindre la vie réelle, les gens vrais, les émotions vraies. Mais à Anvers, il découvre quelque chose qui va transformer sa vision de la couleur, les estampes japonaises. Ces gravures sur bois venues du Japon, avec leurs couleurs vives et pures, leurs compositions audacieuses, leurs lignes claires et décoratives, sont une révélation pour lui. Il en achète des centaines, qu'il colle partout dans sa chambre. Il étudie la façon dont les artistes japonais utilisent le bleu cobalt, le rouge vermillon, le jaune citron, des couleurs franches, sans mélange, sans compromis. Cette découverte va influencer profondément toute la suite de son travail. Il est aussi, à Anvers, dans un état physique déplorable. Il mange à peine, il préfère dépenser l'argent que lui envoie Théo en matériel de peinture plutôt qu'en nourriture. Ses dents commencent à tomber, signe de malnutrition sévère. Il boit trop, l'alcool, notamment l'absinthe, est omniprésent dans les cercles d'artistes de l'époque, et Vincent ne résiste pas à cette tentation qui apporte un apaisement temporaire à son agitation intérieure. En février de Semsis, il prend une décision spontanée et surprise Théo en arrivant sans prévenir à Paris, où son frère travaille comme directeur d'une galerie d'art.
C'est arrivé inattendu, met Théo dans une situation difficile. Il vit dans un petit appartement, il a sa propre vie à gérer, mais il accueille son frère avec une générosité qui ne se démentira jamais. Paris, en 1886, c'est le cœur battant de l'art mondial. Le mouvement impressionniste est en plein essor. Monet, Renoir, Pissarro, Degas, Sisley, ces peintres révolutionnaires qui ont décidé de sortir de leurs ateliers pour peindre en plein air, de capturer la lumière naturelle dans toute sa mouvance et sa complexité, de lâcher les couleurs sombres et bitumineuses de l'académisme pour des palettes lumineuses et vibrantes, sont en train de transformer complètement la peinture occidentale. Et Vincent arrive au beau milieu de cette révolution. Il se lie d'amitié avec plusieurs de ces artistes. Il rencontre Toulouse-Lautrec, ce petit géant au talent fulgurant qui peint les cabarets et les salles de danse avec une ironie tendre et cruelle. Il rencontre Paul Signac, qui lui enseigne les techniques du pointillisme, cette méthode consistant à poser de petites touches de couleurs pures, côte à côte, pour que l'œil du spectateur les mélange optiquement, créant des effets de lumière et de vibration extraordinaires. Il rencontre Paul Gauguin, ce peintre aventurier et mystérieux qui cherche une sortie de la civilisation européenne dans des contrées lointaines. Et surtout, il commence à changer sa palette. Les bruns et les ocres sombres de Nuenen disparaissent progressivement. À leur place surgissent des bleus, des verts, des violets, des oranges, des rouges, des couleurs vives, presque criardes parfois, que Vincent commence à utiliser non pas pour décrire la réalité telle qu'elle est, mais pour exprimer ce qu'il ressent face à elle. C'est une transformation radicale. En 2 ans à Paris, la peinture de Van Gogh change plus profondément qu'elle n'avait changé en tous les 7 ou 8 ans précédents. Il peint des portraits, des fleurs dans des vases, des cabarets, des cafés parisiens, des jardins, des banlieues, la Seine. Il peint aussi beaucoup d'autoportraits, plus d'une trentaine rien que pendant ces 2 années parisiennes, parce que c'est le modèle le moins cher qu'il puisse trouver, mais aussi parce que cet exercice l'oblige à se regarder en face, à se voir tel qu'il est. Ces autoportraits sont fascinants. On peut les regarder chronologiquement et voir, sur la période de 2 ans, une transformation visible. Au début, le regard est encore relativement calme, l'expression presque neutre. Puis progressivement, quelque chose s'allume dans les yeux, une intensité, une tension, comme si la pression intérieure augmentait d'une toile à l'autre. Mais la vie à Paris n'est pas facile non plus. La ville est belle et stimulante, mais elle est aussi bruyante, polluée, épuisante. Vincent boit beaucoup, sort beaucoup, fume trop. Ses relations avec les autres artistes sont souvent tendues. Il est trop intense, trop exigeant, trop présent. Il débat, il argumente, il emporte ses interlocuteurs dans des discussions sur l'art et la vie qui peuvent durer des heures et qui laissent les gens épuisés. Théo, qui partage son appartement, est parfois au bout du rouleau. Il aime son frère d'un amour profond et sincère, mais vivre avec Vincent au quotidien est éprouvant. Vincent est imprévisible. Il peut passer de l'euphorie à la dépression en l'espace de quelques heures. Il ne respecte pas les horaires, il laisse son matériel de peinture partout, il est souvent agité et ne dort pas assez. Après 2 ans à Paris, au début de 1888, Vincent prend une décision qui va lui permettre de créer les œuvres les plus importantes de sa vie, et qui va aussi le mener au bord de la catastrophe. Il part pour le midi de la France, pour Arles. Quand Vincent Van Gogh descend du train à Arles, en Provence, le 20th of February 1888, il est accueilli par quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment connu en Hollande ou à Paris. Une lumière. Une lumière différente de toutes les lumières qu'il avait vues jusqu'alors. Une lumière du midi, forte, violente, directe, qui transforme tout ce qu'elle touche. Le blanc des maisons devient presque aveuglant. Le bleu du ciel est d'un bleu si saturé, si profond, qu'il semble irréel. Le jaune des champs de blé est un jaune d'or fondu, liquide, vibrant. Pour un peintre, cette lumière est à la fois un cadeau extraordinaire et un défi immense. Elle efface les ombres douces, les dégradés subtils, elle impose des contrastes brutaux. Et pour Vincent, qui était déjà en train d'explorer l'expressivité des couleurs pures, cette lumière est comme une permission, une autorisation donnée par la nature elle-même de peindre avec une intensité qu'il n'avait encore jamais osée. Les premières semaines à Arles sont extraordinairement productives. Vincent loue une chambre dans un hôtel, puis, au printemps, une partie d'une petite maison jaune qu'il commence à appeler simplement la Maison Jaune. Et il peint. Il peint avec une fureur, une urgence, un enthousiasme qui ne ressemble à rien de ce qu'il avait connu avant. En un peu plus d'1 an à Arles, il va produire plus de 200 peintures et plus de 100 dessins. Les amandiers en fleurs au bord du chemin, les bateaux colorés sur le Rhône, les champs de blé qui ondulent sous le vent, les peupliers qui se dressent comme des flammes vertes contre le ciel.
les jardins fleuris de la campagne arlésienne, les portraits des gens du village, le facteur Roulin, une femme qui s'appelle Madame Ginoux, une jeune fille de la campagne aux yeux sombres, les nuits étoilées au-dessus du Rhône, où les étoiles se reflètent dans l'eau comme des taches de peinture fraîche. Car il y a aussi la nuit dans ce Arles de Vincent. Pas la nuit sombre et menaçante, mais la nuit illuminée, vivante, mystérieuse. La fameuse nuit étoilée sur le Rhône, ne pas confondre avec la nuit étoilée de Saint-Rémy, sur laquelle nous reviendrons, représente le ciel d'Arles à 2 heures du matin, avec le grand chariot qui se reflète dans le fleuve et sur la rive, 2 amoureux qui se promènent. Cette toile est d'une beauté et d'une sérénité qui semblent presque incompatibles avec ce qu'on sait de l'état mental de Vincent à cette époque. Et puis il y a les tournesols. Ces toiles de tournesol que Vincent peint à Arles pour décorer la Maison Jaune sont parmi les plus reconnaissables de l'histoire de l'art. Ces fleurs jaunes qui se dressent, certaines triomphantes, d'autres déjà fanées et penchant la tête, toutes peintes dans des tons de jaune qui vont du citron pâle au brun orangé, ces tournesols sont une déclaration d'amour à la couleur, à la vie, à la lumière du midi. Mais il y a un problème. Ou plutôt, il commence à y en avoir un. L'isolement pèse sur Vincent. Il est seul dans la Maison Jaune. Il n'a pas d'amis véritables à Arles. Les gens du village le regardent comme un être bizarre, ce grand Hollandais roux et barbu qui sort à n'importe quelle heure du jour et de la nuit avec son chevalet et qui parle fort et qui boit de l'absinthe au café de la place. Il correspond par lettres avec Théo, son unique vrai lien, mais c'est insuffisant. Alors il a une idée que certains, avec le recul, qualifieraient de catastrophique, et que d'autres voient comme la tentative sincère et courageuse d'un homme qui cherche à créer quelque chose de beau. Il va inviter Paul Gauguin à venir vivre avec lui à Arles. Paul Gauguin, cet homme si différent de Vincent en tout point. Là où Vincent est roux, timide, passionné et anxieux, Gauguin est brun, arrogant, cynique et sûr de lui. Là où Vincent cherche à exprimer l'amour et la connexion, Gauguin cherche à fuir la civilisation et à trouver une sorte de sauvagerie primitive. Là où Vincent peint avec des couleurs expressives et des touches épaisses et agitées, Gauguin peint avec des aplats de couleurs pures et des contours nets et délibérés. Ces deux hommes n'auraient pas dû bien s'entendre, et effectivement, ils ne s'entendront pas, ou du moins, pas longtemps. Gauguin arrive à Arles en octobre 1888. Au début, la cohabitation est stimulante. Ils débattent, ils discutent de peinture, ils vont ensemble au musée. Chacun influence l'autre. Mais très rapidement, les tensions émergent. Gauguin est ordonné et méthodique dans son travail. Vincent est chaotique et impulsif. Gauguin pense que Vincent devrait peindre de mémoire et d'imagination. Vincent est convaincu qu'il faut peindre d'après nature. Gauguin est condescendant. Il considère Vincent comme un génie inférieur, quelqu'un qu'il peut instruire et guider, mais pas un égal. Vincent, qui a un ego fragile mais réel, le ressent et s'en blesse. La tension monte, de semaine en semaine. Vincent commence à montrer des signes de plus en plus inquiétants de désorganisation mentale. Il a du mal à dormir, il boit encore plus. Il a des crises d'agitation intenses, des moments où il semble ne plus contrôler ses pensées. Gauguin, qui commence à en avoir assez, annonce qu'il va partir. Et puis via la nuit du 23 décembre 1888. Ce qui s'est exactement passé cette nuit-là reste encore un peu mystérieux. Les deux récits, celui de Vincent et celui de Gauguin, ne concordent pas entièrement. Ce qu'on sait, c'est que la situation a explosé. Il y a eu une dispute intense. Gauguin est sorti dans la nuit et s'est réfugié dans un hôtel. Et Vincent, dans un état de crise mentale aiguë qui dépasse la simple colère ou le désespoir ordinaire, a pris un rasoir et s'est tranché le lobe de l'oreille gauche. Il a ensuite enveloppé ce morceau de chair dans du papier journal et il l'a apporté à une prostituée du quartier qu'on appelle Rachel dans les récits de l'époque en lui disant « Garde cela précieusement ». Puis il est rentré à la Maison Jaune, a pansé sa blessure sommairement et s'est couché. Le lendemain matin, la police a trouvé Vincent inconscient, le lit recouvert de sang. Il a été transporté à l'hôpital d'Arles. Gauguin, lui, prenait le premier train pour Paris. L'épisode de l'oreille coupée est devenu l'une des anecdotes les plus célèbres de l'histoire de l'art. Mais il a aussi souvent réduit Van Gogh à une caricature, le peintre fou, l'artiste déséquilibré, le génie autodestructeur. Et c'est là que je dois m'arrêter un moment, parce que cette réduction est profondément injuste et profondément fausse. Oui, Vincent van Gogh souffrait de troubles mentaux sévères, cela ne fait aucun doute. Mais ces troubles ne définissaient pas sa peinture, ne l'expliquaient pas, ne la réduisaient pas.
Sa peinture était le produit de son intelligence, de son travail acharné, de sa sensibilité extraordinaire, de ses années d'apprentissage et d'observation. La maladie n'était pas sa source créatrice, elle était son ennemi. C'était quelque chose qu'il combattait, qu'il essayait de tenir à distance, et la peinture était l'une des armes qu'il utilisait pour ce combat. Vincent lui-même était très clair là-dessus, dans ses lettres. Il parlait de ses crises comme de quelque chose d'extérieur à lui, quelque chose qui l'envahissait malgré lui et qu'il ne pouvait pas contrôler. Entre les crises, il était lucide, réfléchi, travailleur et parfaitement capable de prendre des décisions rationnelles. Après l'épisode de l'oreille, Vincent passe plusieurs semaines à l'hôpital d'Arles. Il y a de bonnes journées et de mauvaises journées. Les bonnes journées, il dessine, il écrit à Théo, il lit. Les mauvaises journées, il est agité, troublé, incapable de penser clairement. Les habitants d'Arles, qui avaient toujours regardé ce peintre hollandais avec méfiance, signent une pétition pour exiger son internement, arguant qu'il représente un danger pour lui-même et pour la communauté. Vincent, meurtri mais non brisé, prend lui-même la décision de se faire interner volontairement dans l'asile de Saint-Paul-de-Moselle, à Saint-Rémy-de-Provence, à une quinzaine de kilomètres d'Arles. Il entre dans cet établissement en mai 1889 et y passera un peu plus d'1 an. Et c'est là, dans cet asile, entouré de malades mentaux, dans une chambre avec des barreaux aux fenêtres, que Van Gogh va peindre certaines des plus grandes toiles de toute l'histoire de l'art occidental. Car le directeur de l'asile, le docteur Perron, est un homme bienveillant qui comprend que la peinture est pour son patient une nécessité vitale. Il lui donne une chambre supplémentaire pour en faire un atelier, il l'autorise à peindre dans les jardins de l'établissement. Parfois, accompagné d'un gardien, il peut même sortir peindre dans la campagne environnante. Et Vincent peint, avec une intensité redoublée par l'expérience de la crise, par la conscience aiguë de sa propre fragilité, par le sentiment que le temps lui est peut-être compté. Il peint les oliviers qui tordent leurs troncs argentés dans la chaleur provençale. Il peint les iris sauvages qui poussent dans les jardins de l'asile. Il peint les cyprès, ces arbres sombres et effilés qui se dressent comme des flammes noires contre le ciel bleu. Et en juin 1889, par une nuit de clair de lune, regardant par la fenêtre barrée de sa chambre le ciel étoilé qui tourbillonne au-dessus des collines provençales, il peint la nuit étoilée. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur ce tableau. Parce que la nuit étoilée n'est pas juste un beau tableau. C'est quelque chose de plus. C'est une vision, un état d'être, une représentation de l'univers tel que seul Vincent pouvait le voir et le ressentir. Le ciel dans ce tableau n'est pas statique. Il tourbillonne, il vit. Les étoiles ne sont pas de simples points lumineux, ce sont des soleils en explosion, entourés d'auréoles de lumière qui vibrent et palpitent. La lune brille d'un croissant jaune vif, et en bas, le village dort, tranquille et immobile, contrastant violemment avec ce ciel en mouvement perpétuel. Et à gauche, un cyprès noir s'élève comme une flamme sombre vers ce ciel tourmenté, liant la terre et les étoiles. On a beaucoup discuté pour savoir si cette toile exprime la folie de Vincent ou sa sagesse. On a essayé de l'analyser scientifiquement. Et fait extraordinaire, des astrophysiciens ont montré que les tourbillons que Van Gogh représente dans ce ciel correspondent en réalité à des phénomènes atmosphériques réels appelés turbulences de Kolmogorov, que Van Gogh aurait instinctivement perçus et représentés sans en connaître la théorie scientifique. Pour moi, la nuit étoilée est avant tout l'expression d'une âme, qui ressent l'univers non pas comme un décor statique, mais comme quelque chose de vivant, de vibrant, d'infiniment mouvant. C'est la vision d'un homme qui ne regarde pas les étoiles, il les ressent. Pendant son année à Saint-Rémy, Vincent produit environ 150 peintures et 150 dessins. C'est une productivité extraordinaire pour quelqu'un qui souffre de crises répétées. Entre les crises, qui se manifestent par les convulsions, des hallucinations, des états confusionnels qui peuvent durer plusieurs semaines, il travaille avec une urgence et une maîtrise de plus en plus grande. Et ses lettres à Théo de cette période sont parmi les plus belles qu'il ait jamais écrites. Elles témoignent d'un homme qui est en train de comprendre quelque chose d'essentiel sur sa propre vie et son propre travail. Un homme qui voit clairement, peut-être pour la première fois, ce qu'il est en train de créer et ce que cela signifie. En mai 1890, après un peu plus d'1 an à Saint-Rémy, Vincent sort de l'asile. Il se sent mieux, ou du moins, ses crises semblent moins fréquentes. Il a besoin de se rapprocher de Théo, qui vient de se marier et d'avoir un fils, qu'il a prénommé Vincent Willem, en l'honneur de son frère. Sur les conseils du docteur Pissarro, le père du peintre impressionniste Camille Pissarro, Vincent s'installe à Auvers-sur-Oise, un petit village à une trentaine de kilomètres au nord de Paris. Il y sera sous la surveillance bienveillante du docteur Paul Gachet, un médecin qui s'intéresse à l'art et qui possède déjà des œuvres de plusieurs peintres impressionnistes. Auvers-sur-Oise est un endroit charmant,
un village tranquille, avec des champs qui s'étendent à l'infini, une petite église romane, des maisons de paysans, la rivière Oise qui serpente dans la vallée. Plusieurs peintres y ont séjourné avant Vincent, Corot, Daubigny, Cézanne. C'est un lieu qui a quelque chose de doux, de paisible, d'ouvert. Et Vincent, dans les 70 jours qui lui restent à vivre, va peindre 70 toiles. Une toile par jour. C'est vertigineux. Il y peint l'église d'Auvers, cette vieille église romane vue de derrière, dont les murs semblent vibrer contre un ciel d'un bleu intense et profond, et dans les chemins qui y mènent, une femme en robe noire marche seule, une image d'une solitude et d'une beauté à couper le souffle. Il y peint les champs de blé qui s'étendent à l'infini sous des ciels menaçants et splendides. Il y peint le portrait du docteur Gachet, mélancolique et pensif, appuyé sur une table où repose une fleur de digital. Et il y peint aussi, dans les derniers jours de sa vie, l'un des tableaux les plus énigmatiques et les plus discutés de toute l'histoire de l'art, Champ de blé au corbeau. Ce tableau représente un champ de blé sous un ciel d'orage. Le ciel est d'un bleu noir presque noir dans la partie haute, qui vire à un bleu-vert orageux au milieu, puis à un jaune orangé ardent juste au-dessus des épis de blé. Au centre et à droite, le blé est d'un jaune profond, vibrant, presque incandescent. Et en bas, 3 chemins s'ouvrent dans le blé. On ne sait pas s'ils y pénètrent ou s'ils en sortent, s'ils sont des entrées ou des sorties, s'ils mènent quelque part ou nulle part. Et dans le ciel, une nuée de corbeaux noirs tourbillonne. Ce tableau a souvent été interprété comme une prémonition du suicide de Vincent. Une œuvre d'adieu, pleine d'une angoisse et d'un désespoir qui n'aurait laissé aucun doute sur ce qui allait se passer. Mais cette interprétation est peut-être trop simple. Vincent lui-même, dans la lettre qu'on suppose être sa dernière, retrouvée dans sa poche après sa mort, non envoyée, parle de vastes étendues de blé sous des ciels troubles, et dit qu'il a essayé d'exprimer la tristesse, l'extrême solitude. Mais il dit aussi autre chose, quelque chose de moins sombre, quelque chose de presque serein. Ces toiles vous diront ce que je ne peux pas exprimer en mots, ce qu'il y a de sain et de fortifiant dans la campagne. Il est difficile de savoir exactement ce que Vincent pensait dans ces dernières semaines. Ses lettres à Théo, qui avait alors des soucis financiers importants et dont l'état de santé commençait à décliner, témoignent d'un homme qui s'inquiète pour son frère, qui voudrait l'aider mais se sent impuissant, et qui ressent à nouveau le poids de sa propre existence comme un fardeau que son frère ne devrait pas avoir à porter. Le 27 juillet 1890, un dimanche après-midi, Vincent van Gogh sort dans les champs d'Auvers avec son chevalet et ses couleurs. On ne sait pas exactement où il est allé, ni ce qui s'est passé précisément. Ce qu'on sait, c'est que dans la soirée, il est rentré à l'auberge Ravoux où il logeait, en tenant sa main sur sa poitrine, titubant. Il s'est couché dans sa chambre. Le patron de l'auberge, inquiet, est monté voir, et a découvert Vincent blessé, avec une plaie par balle dans la poitrine. La balle avait manqué le cœur de peu. Le docteur Gachet est appelé. 2 médecins de Paris font de voyage. Mais la balle ne peut pas être extraite et la blessure est trop grave. On envoie un télégramme à Théo. Théo arrive le lendemain matin, le 28th of July. Les 2 frères se retrouvent dans cette petite chambre d'auberge, au-dessus des champs de blé et des toits d'Auvers. Ils ont passé ensemble toute la journée. Théo, incapable de retenir ses larmes, tenait la main de son frère. Et Vincent, selon les témoignages de l'époque, était calme, étonnamment calme. Dans la nuit du 28th au 29th juillet 1890, à l'âge de 37 ans, Vincent Willem van Gogh est mort. Ses dernières paroles, prononcées à voix basse à son frère Théo, ont traversé le temps jusqu'à nous. La tristesse durera toujours. Ou peut-être, et certains biographes le croient, ce qu'il a dit c'est plutôt « je voulais qu'elle dure toujours ». Cette nuance change tout à l'interprétation. La tristesse comme quelque chose d'inévitable, ou la tristesse comme quelque chose qu'il aurait voulu transcender et dépasser. On ne saura jamais avec certitude. 6 mois plus tard, le 25th of January 1891, Theo van Gogh mourait à son tour, à l'âge de 33 ans, des suites d'une maladie que ses proches attribuèrent en partie au chagrin d'avoir perdu son frère. En 1914, sa femme Johanna, qui avait entre-temps travaillé sans relâche à faire connaître l'œuvre de Vincent, fit transférer les restes de Théo à Auvers-sur-Oise, où les 2 frères reposent maintenant côte à côte, sous un tapis de lierre, dans le petit cimetière du village. Après la mort de Vincent, sa belle-sœur Johanna van Gogh-Bonger, qui avait épousé Théo et qui héritait de l'immense collection de toiles et de dessins que les 2 frères avaient accumulés, se retrouvait face à une question décisive. Que faire de tout cela ? Elle aurait pu vendre, elle aurait pu disperser, elle aurait pu laisser les toiles s'empoussiérer dans un grenier, comme c'était le sort de tant d'œuvres d'artistes méconnus. Au lieu de cela, Johanna a choisi de consacrer une large part de sa vie à faire connaître l'œuvre de Vincent. Elle a organisé des expositions,
Elle a édité les Lettres de Vincent, cette extraordinaire correspondance qui allait révéler au monde non seulement un peintre de génie, mais aussi un homme d'une intelligence et d'une sensibilité rares. Elle a prêté des toiles à des musées, à des galeries, à des collectionneurs. Et peu à peu, la reconnaissance est venue. Dans les premières années qui ont suivi la mort de Van Gogh, quelques critiques et quelques artistes commençaient déjà à parler de lui comme d'un génie. Le critique Albert Aurier avait publié de son vivant, en janvier 1920, un article élogieux dans le Mercure de France, qui avait beaucoup touché Vincent. Les fauves, Matisse, Derain, Vlaminck, allaient boire à la source de sa révolution des couleurs. Les expressionnistes allemands allaient s'emparer de sa manière d'utiliser la couleur et la forme pour exprimer des états intérieurs plutôt que des réalités extérieures. Progressivement, au fil des décennies, la réputation de Van Gogh ne cessa de croître. Les musées se disputèrent ses toiles, les rétrospectives firent queue, les livres proliférèrent. Et puis, dans la deuxième moitié du 20th century, quelque chose de presque sans précédent se produisit. Van Gogh devint populaire au sens le plus vaste du terme. Pas seulement célèbre dans le monde de l'art, populaire auprès de tout le monde. Les reproductions de ses toiles ornèrent des millions de chambres d'étudiants et de salons familiaux dans le monde entier. Son visage devint reconnaissable. Son histoire, racontée dans des films, des pièces de théâtre, des romans, des chansons, devint une légende. En 1987, les iris se vendirent 53,9 millions de dollars. En 1990, le portrait du docteur Gachet atteignit la somme de 82,5 millions de dollars, le prix le plus élevé jamais atteint par une œuvre d'art à l'époque. Et les estimations actuelles pour les toiles majeures de Van Gogh dépassent régulièrement les 100, 150, parfois 200 millions de dollars. Mais cette célébrité financière ne dit pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que des millions de personnes dans le monde entier, quand elles regardent un tableau de Van Gogh, ressentent quelque chose. Quelque chose qui dépasse le simple plaisir esthétique. Quelque chose qui ressemble à une reconnaissance, à un sentiment d'être vu, compris, rejoint dans quelque chose de profond et d'intime. Comme si Van Gogh, depuis sa toile, disait à chaque spectateur « Je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est d'aimer trop fort, de souffrir en silence, de voir la beauté là où les autres ne voient rien, de ne pas trouver sa place. Je sais. » Et c'est peut-être là la grandeur ultime de Van Gogh. Non pas ses techniques révolutionnaires, non pas sa productivité extraordinaire, non pas même la beauté formelle de ses toiles, mais cette connexion directe, intime, presque miraculeuse, qu'il établit avec chaque personne qui regarde son travail. On ne peut pas parler de Van Gogh sans parler de sa santé mentale. Mais on ne peut pas non plus réduire Van Gogh à sa santé mentale. C'est un équilibre difficile à tenir, et je veux essayer de le tenir correctement ici. Pendant des décennies après sa mort, les médecins, psychiatres, psychologues et historiens de la médecine ont débattu pour savoir ce dont souffrait exactement Vincent Van Gogh. Les diagnostics proposés au fil du temps constituent une liste presque comique par sa longueur et sa diversité. Épilepsie temporale, schizophrénie, troubles bipolaires, porphyrie, manie des tournesols provoquée par une intoxication au camphre, empoisonnement au plomb, les peintures de l'époque contenaient du plomb et d'autres substances toxiques, intoxication à l'absinthe, neurosyphilis, syndrome de Ménière, glaucome et plusieurs autres encore. Le consensus scientifique actuel penche le plus souvent vers une forme d'épilepsie, combinée possiblement avec un trouble de l'humeur, quelque chose qui ressemblerait à ce qu'on appellerait aujourd'hui un trouble bipolaire. Cette combinaison expliquerait les crises convulsives, les épisodes de comportement désorganisé, mais aussi les périodes de grande productivité et d'énergie intense qui alternaient avec des phases de dépression profonde. Ce qui est certain, c'est que Vincent lui-même avait une conscience très claire de sa maladie. Il n'était pas dans le déni. Il ne se racontait pas d'histoire. Dans ses lettres, il parle de sa maladie avec une lucidité et une honnêteté qui forcent l'admiration. Il fait la distinction entre les périodes où il va bien et peut travailler, et les périodes où la crise l'emporte et où il est incapable de faire quoi que ce soit. Il essaie de gérer sa maladie, en ne buvant pas trop d'alcool, même s'il y arrive inégalement, en mangeant régulièrement, même si là aussi il y arrive inégalement, en maintenant une routine de travail. La peinture était pour lui, d'abord et avant tout, un outil de santé mentale. Il le savait et le disait. Peindre l'aidait à rester stable. Peindre l'aidait à s'ancrer dans la réalité, à maintenir un contact avec le monde extérieur, à donner un sens à ses journées. « Si je n'avais pas peint, j'aurais été plus malheureux encore », écrit-il à Théo. Ce n'est pas une anecdote. C'est une déclaration fondamentale sur le rôle de l'art dans la gestion de la souffrance psychique. Il y a quelque chose de profondément moderne et universel dans cette expérience de Vincent. Aujourd'hui, nous parlons de plus en plus ouvertement de santé mentale, de l'importance de trouver des activités créatrices qui nous ancrent et nous permettent de traverser les moments difficiles.
Nous reconnaissons de plus en plus que la vulnérabilité psychique n'est pas une honte, qu'elle peut coexister avec des capacités extraordinaires, que souffrir ne signifie pas être défait. Van Gogh aurait peut-être pu trouver, dans notre époque, des ressources qui lui manquaient cruellement à la sienne. Des médicaments plus efficaces, une psychiatrie moins asilaire et plus humaine, un entourage mieux formé à comprendre et soutenir les personnes souffrant de troubles mentaux sévères. On ne peut que regretter que ces ressources n'existaient pas. Mais en même temps, et c'est peut-être une pensée difficile à tenir, c'est précisément dans l'extrême tension de cette vie, dans cet espace impossible entre la beauté qu'il percevait et la douleur qu'il portait, que Van Gogh a créé ce qu'il a créé. Non pas parce que la souffrance était nécessaire à la création, cette idée est fausse et dangereuse, mais parce que cet homme particulier, avec cette sensibilité particulière, dans cette époque particulière, a trouvé dans la peinture la seule forme de vie qui lui était possible. Et cette vie-là, si brève et si douloureuse qu'elle fut, a produit quelque chose d'impérissable. Il y a un aspect de l'œuvre de Van Gogh qu'on mentionne souvent, mais qu'on ne prend pas toujours le temps d'explorer dans sa pleine mesure, sa correspondance. Vincent a écrit des centaines et des centaines de lettres tout au long de sa vie. Des lettres à Théo, bien sûr, plus de 600 lettres à lui seul, qui constituent le corpus le plus important et le plus précieux. Mais aussi des lettres à ses parents, à ses amis peintres, au critique Albert Aurier, à Paul Gauguin, à son ami le peintre Anton van Rappard. Ces lettres couvrent plus de 20 ans de sa vie adulte et représentent un témoignage extraordinairement riche sur sa pensée, sa vision artistique, ses émotions, ses doutes, ses espoirs. Lire les lettres de Van Gogh, c'est une expérience qui bouleverse. Parce qu'on découvre un homme dont l'intelligence et la culture étaient bien au-delà de ce que sa réputation de fou génial laisse imaginer. Vincent connaissait la littérature mondiale avec une profondeur extraordinaire. Il lisait Dickens, Hugo, Zola, Michelet, Eliot, Shakespeare, Tolstoï, et il les avait vraiment lus, digérés, intégrés. Il connaissait l'histoire de l'art avec une précision qui aurait fait honneur à n'importe quel critique ou historien de son époque. Il était capable de parler d'un tableau de Rembrandt ou de Delacroix avec une finesse et une sensibilité qui forçaient l'admiration même de ceux qui le considéraient comme un amateur. Et puis, il y a la langue. Le français de Vincent, parce que la plupart de ses lettres à Théo sont en français, est d'une beauté et d'une précision remarquables. Sa prose est directe, imagée, vivante. Il ne cherche pas à faire beau, il cherche à dire vrai. Et dans cette quête de la vérité, il arrive souvent à des formulations d'une poésie saisissante. Voici un exemple, un extrait d'une lettre à Théo, écrite depuis la Drenthe en 1883. Il y a quelque chose d'infini dans la peinture que je ne peux pas expliquer avec des mots. C'est justement cet insaisissable qui, par sa richesse, est tellement magnifique. Quand on travaille seul, on apprend à comprendre la grande douleur des choses qui ne peuvent pas être dites. La grande douleur des choses qui ne peuvent pas être dites. C'est Van Gogh en quelques mots. C'est la raison pour laquelle il peignait, pour dire ce que les mots ne pouvaient pas dire, pour exprimer ce qui débordait de lui et qui n'avait pas d'autre forme possible que la couleur, la ligne, la matière épaisse de la peinture à l'huile. Dans une autre lettre, à propos de son travail à Arles, il écrit « Au lieu d'essayer de rendre exactement ce que j'ai devant les yeux, je me sers de la couleur de façon plus arbitraire, pour m'exprimer avec force. » Cette phrase est essentielle. De façon plus arbitraire. Van Gogh est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Il ne peint pas ce qu'il voit, il peint ce qu'il ressent. Et il le fait délibérément, avec une théorie artistique claire et réfléchie. Ce n'est pas la folie qui dicte ses choix de couleurs. C'est une décision artistique mûrement réfléchie, fondée sur des années d'observation et d'apprentissage. La différence est fondamentale. Les lettres de Vincent à Théo témoignent aussi d'une relation fraternelle, d'une rareté et d'une profondeur extraordinaire. Théo n'était pas seulement le mécène de Vincent, bien que son soutien financier ait été indispensable. Il était son lecteur, son confident, son premier critique, son ancre dans la réalité. Les lettres de Vincent à Théo sont souvent des œuvres d'art à part entière, des textes qui résonnent sur la peinture, sur la vie, sur la condition humaine, avec une intelligence et une sensibilité qui auraient pu faire de Vincent un grand écrivain ou un grand critique d'art si la peinture ne l'avait pas entièrement dévoré. Aujourd'hui, les lettres de Van Gogh ont été publiées en intégralité et sont disponibles en ligne sur le site du musée Van Gogh d'Amsterdam. Si vous ne les avez jamais lues, je vous encourage fortement à les découvrir. Elles constituent une lecture qui change profondément la façon dont on regarde les tableaux. Quand on regarde un tableau de Van Gogh, vraiment le regarde, pas seulement le voit, quelque chose d'étrange se produit. Le tableau vous regarde en retour.
Non pas de la manière dont un portrait vous regarde, ce regard qui suit le spectateur partout dans la pièce, mais d'une façon différente, plus profonde. Le tableau vous pose une question, ou plutôt, il vous pose votre question à vous, celle que vous portez sans forcément la savoir. Pourquoi est-ce que ça marche ainsi? Pourquoi les tableaux de Van Gogh ont-ils cet effet si particulier sur tant de gens si différents? Je crois que c'est parce que Van Gogh a réussi quelque chose que très peu d'artistes ont réussi. Il a mis dans ses œuvres non pas seulement de la beauté formelle, mais de la présence. Une présence humaine, une présence émotionnelle. Quelque chose qui ressemble à ce qu'on ressent dans la voix d'un ami qui vous parle franchement, sans détour, sans masque. La plupart de l'art conventionnel, surtout l'art académique du 19th century que Van Gogh côtoyait et contre lequel il se rebellait, cherchait à parfaire, à idéaliser, à lisser. À présenter le monde tel qu'on aurait voulu qu'il soit, ou tel qu'une certaine classe sociale voulait se voir représentée, belle, harmonieuse, ordonnée, maîtrisée. Van Gogh, lui, montre le monde tel qu'il est ressenti, agité, vibrant, douloureux, magnifique, tendu, vivant. Ses touches de peinture, ses coups de pinceau rapides, tourbillonnants, épais, qui sont si reconnaissables qu'un enfant de 6 ans peut reconnaître un Van Gogh à 10 mètres de distance, ne sont pas un style décoratif. Ce sont les traces d'une main qui tremblait d'émotion au moment de peindre. C'est le mouvement du corps de l'artiste, transféré directement sur la toile. Regarder un Van Gogh, c'est regarder le geste de Vincent. Et c'est peut-être là l'intuition la plus profonde de tout son travail. Que l'art n'est pas un objet fini, parfait et clos sur lui-même, mais une trace vivante d'une expérience vécue. Que regarder un tableau, ce n'est pas admirer une chose belle, c'est partager un moment avec quelqu'un. Quelqu'un qui a regardé ce champ de blé, cette nuit étoilée, cet olivier, avec des yeux et un cœur qui ont ensuite transmis tout ce qu'il ressentait à la main, et la main à la toile. C'est cette communion que Van Gogh proposait, et qu'il propose encore aujourd'hui, 130 ans après sa mort. Il y a quelque chose d'universel dans ce qu'il peignait aussi. Il ne peignait pas des rois, des généraux, des dieux mythologiques. Il peignait des paysans, des ouvriers, des facteurs, des postiers, des femmes de ménage, des prostituées, des aliénés. Il peignait la nature ordinaire, des champs, des vergers, des jardins, des cieux. Il peignait des objets quotidiens, une paire de souliers, une chaise avec une pipe, un vase de fleurs sur une table, et dans tout cela, il trouvait de la beauté. Non pas en dépit de leur ordinarité, mais à travers elle. Il y a dans cette démarche quelque chose d'une profonde générosité. Une générosité qui dit à chaque spectateur « Ta vie aussi a de la beauté en elle. Tes chants, tes chaises, tes nuits étoilées à toi. Tout cela est digne d'être vu, ressenti, célébré. » Il y a quelque chose d'infiniment cruel dans l'histoire de la reconnaissance posthume de Van Gogh. Quelque chose qu'on a du mal à contempler sans ressentir une profonde injustice. Cet homme qui a peint des milliers d'œuvres, qui a travaillé avec un acharnement et une passion que peu d'artistes dans l'histoire ont égalé, qui a vécu dans une pauvreté chronique, qui a souffert d'une solitude et d'une incompréhension qui l'ont littéralement détruit. Cet homme est mort sans avoir connu autre chose que l'indifférence et le rejet. Et aujourd'hui, ces tableaux se vendent pour des sommes qui donnent le vertige, des sommes qui auraient permis à Vincent de vivre confortablement pendant plusieurs vies entières, des sommes qui auraient peut-être changé le cours de sa vie et de sa mort. Il est facile et tentant de s'arrêter là et de conclure que l'histoire de Van Gogh est avant tout une tragédie. Une histoire de talent incompris, d'artiste en avance sur son temps, victime de la myopie et de la bêtise de ses contemporains. Mais je crois que cette lecture, bien que partiellement vraie, est trop simple, trop confortable. Parce qu'elle nous permet de nous mettre en dehors de l'histoire, de nous dire que nous, bien sûr, si nous avions vécu à l'époque de Van Gogh, nous l'aurions reconnu et célébré. Que nous n'aurions pas été comme ces gens qui le regardaient comme un fou. La vérité est peut-être plus inconfortable. La vérité est que nous n'aurions probablement pas été différents des gens d'Arles ou de La Haye. Parce que la vraie nouveauté est toujours déstabilisante. Parce que les œuvres qui changent vraiment la façon dont on voit le monde ne sont jamais immédiatement reconnaissables comme géniales. Elles sont d'abord simplement déconcertantes, étranges, différentes. Et peut-être que la vraie leçon à tirer de l'histoire de Van Gogh n'est pas « célébrons les génies morts », mais « regardons mieux les vivants ». Peut-être qu'autour de nous, aujourd'hui, il y a des artistes, des penseurs, des créateurs, des innovateurs, dont le travail nous dérange, nous déstabilise, nous semble étrange, ou inutile, ou incompréhensible, et qui sont en train de créer quelque chose que les générations futures vénéreront. Peut-être que la vraie question que pose la vie de Van Gogh est « Est-ce que je suis capable de voir la beauté et la valeur dans quelque chose que je ne comprends pas encore ?» Le musée Van Gogh d'Amsterdam est l'un des musées les plus visités du monde.
Chaque année, des millions de visiteurs viennent du monde entier pour voir, en vrai, les toiles que Vincent a peintes. Et je peux vous dire, pour avoir passé du temps à les étudier en images et à lire les témoignages de ceux qui les ont vus en vrai, que la différence entre voir une reproduction et voir l'original est une différence qui n'est pas de degré, mais de nature. Parce que dans les tableaux de Van Gogh, la matière compte autant que la couleur. Les toiles ne sont pas lisses, elles sont épaisses, texturées, sculptées par la peinture qui a été posée en couches épaisses avec un pinceau et parfois directement avec un couteau à palette. On peut voir les traces des coups de pinceau de Vincent, leur direction, leur force, leur rythme. On peut presque sentir la main qui les a posés, la vitesse à laquelle Vincent peignait, l'urgence qui habitait ses gestes. La chambre à coucher à Arles, par exemple, cette toile que Vincent a peinte 3 fois en versions légèrement différentes, représente sa chambre dans la Maison Jaune avec une simplicité et une intimité saisissantes. Un lit, 2 chaises, une table, des tableaux au mur, une fenêtre. Les couleurs sont des bleus, des lilas, des rouges, des jaunes, des couleurs vives, vibrantes, presque criardes. Mais l'effet d'ensemble n'est pas agressif. Il est au contraire profondément paisible, presque mélancolique. Vincent voulait, disait-il, que ce tableau exprime le repos, le sommeil. Et il y parvient, non pas malgré les couleurs intenses, mais grâce à elles. L'autoportrait au chapeau de feutre, pas à Paris en 1917, est une autre toile extraordinaire. Vincent s'y représente de face, le chapeau sur la tête, dans une touche pointilliste héritée de ses discussions avec Signac et Seurat. Les touches de couleur, bleu, vert, orange, blanc, sont posées en petites virgules qui vibrent quand on les regarde, créant un effet presque holographique. Et ce regard clair, fixe, intense, qui vous dévisage directement, a quelque chose d'inoubliable. Ce n'est pas le regard d'un fou, c'est le regard d'un homme qui vous voit. Les tournesols, surtout la version peinte en août 1888, avec 14 fleurs dans un vase de grès sur un fond jaune, sont peut-être la toile la plus célèbre de Vincent, et en même temps l'une de celles dont on parle le moins pertinemment. Parce qu'on la réduit souvent à une image décorative, à un symbole de joie et de vitalité. Mais ces tournesols sont aussi une méditation sur le temps, sur la fragilité, sur la vie et la mort qui coexistent dans chaque fleur. Certaines fleurs sont encore en plein épanouissement. D'autres penchent la tête, fanées, brunes au bord. C'est un bouquet dans lequel vivre et mourir se côtoient dans la même lumière chaude. Les iris, peints en mai 1889 dans les jardins de l'asile de Saint-Rémy, respirent une énergie et une liberté qui semblent presque incroyables étant donné le contexte dans lequel ils ont été créés. Ces fleurs bleues et violettes qui s'agitent dans un jardin verdoyant, peintes avec des traits larges, énergiques, sensuels, ces iris sont une célébration de la vie, un cri de joie que la maladie n'a pas pu éteindre. Et puis, les blés dorés à ovaire, ces champs de blé jaune sous un ciel de bleu profond, peints dans les dernières semaines de sa vie avec une largeur de touche et une assurance qui montrent un peintre au sommet de sa maîtrise technique et de sa vision. Il n'y a rien de la décrépitude dans ces toiles. Il y a au contraire une liberté, une plénitude, une générosité dans la manière de peindre qui laisse stupéfait quand on sait ce qui allait se passer. Au 20e et au 21e siècle, Van Gogh est devenu quelque chose de plus qu'un peintre. Il est devenu un mythe, un archétype, la figure emblématique du génie incompris, de l'artiste qui souffre pour son art, du créateur sacrifié sur l'autel de la médiocrité ambiante. Cette mythification a commencé de son vivant, à travers les lettres, mais elle a vraiment explosé en 1934 avec la publication du roman Lust for Life, la vie passionnée de Van Gogh en traduction française, de l'écrivain américain Irving Stone. Ce roman, qui romanisait la vie de Vincent avec une grande liberté dramatique, mais aussi une réelle empathie, est devenu un best-seller mondial et a introduit des millions de lecteurs à l'histoire de Van Gogh pour la première fois. En 1956, le film éponyme réalisé par Vincente Minnelli, avec Kirk Douglas dans le rôle de Vincent, a amplifié encore cette célébrité populaire. Depuis lors, Van Gogh a inspiré une quantité phénoménale d'œuvres culturelles. Des films, des pièces de théâtre, des romans, des albums de musique, des ballets, des opéras, des jeux vidéo, des émissions télévisées. En 2017, le film d'animation Loving Vincent, entièrement peint à la main dans le style de Van Gogh par une équipe de plus de 100 peintres, a été un succès mondial et a offert une nouvelle façon, extraordinairement belle et immersive, de se plonger dans son univers. Les expositions immersives, comme la série Van Gogh l'immersif, qui a tourné dans des dizaines de villes du monde, permettent aux visiteurs de entrer littéralement dans les tableaux de Vincent, projetés en grand format sur les murs, les sols et les plafonds. Ces expériences ont été critiquées par certains spécialistes de l'art, qui y voient une forme de vulgarisation excessive.
Mais elles ont aussi permis à des millions de personnes qui n'auraient peut-être jamais poussé la porte d'un musée de rencontrer l'art de Van Gogh. La chanson Vincent, Starry Starry Night de Don McLean, sortie en 1971, est peut-être l'hommage musical le plus célèbre jamais rendu à un peintre. Avec ses paroles poétiques qui évoquent directement les tableaux de Vincent et la trajectoire douloureuse de sa vie, cette chanson a ému des générations entières. Et sa ligne finale, They would not listen, they're not listening still, perhaps they never will, ils n'ont pas écouté, ils n'écoutent toujours pas, peut-être ne le feront-ils jamais, résonne comme une lamentation pour tous les créateurs incompris de l'histoire. Cette mythification a ses côtés problématiques, bien sûr. Elle a parfois réduit Van Gogh à une caricature, le fou génial, l'artiste maudit, et a contribué à romantiser la souffrance mentale d'une façon qui peut être dangereuse. Elle a parfois éclipsé l'œuvre au profit de la légende, et elle a créé autour de Van Gogh une sorte de sacralité qui peut paradoxalement éloigner les spectateurs ordinaires, qui se sentent peut-être insuffisamment cultivés ou sensibles pour prétendre comprendre un génie. Mais la mythification a aussi eu des effets positifs. Elle a maintenu Van Gogh dans l'espace public, accessible à tous, et pas seulement aux spécialistes. Elle a donné à des millions de personnes une porte d'entrée vers l'art, vers la peinture, vers la question de ce que signifie créer et souffrir et continuer malgré tout. Et cela, me semble-t-il, est quelque chose de précieux. Pendant plus d'un siècle, il a été admis comme une vérité quasi certaine que Vincent Van Gogh s'était suicidé le 27 juillet 1890, en se tirant une balle dans la poitrine dans les champs d'Auvers-sur-Oise. Mais en 2011, deux biographes américains, Stephen Neff et Gregory White-Smith, ont avancé dans leur biographie monumentale de Van Gogh, qui a reçu le prix Pulitzer, une hypothèse radicalement différente. Et si Vincent n'avait pas tiré lui-même? Et s'il avait été accidentellement ou délibérément blessé par un tiers? Leur enquête minutieuse a mis en lumière plusieurs incohérences dans la version officielle. La balle n'a jamais été retrouvée. La blessure était à un angle qui rendait difficile un coup de feu auto-infligé. Il n'y avait pas d'armes sur les lieux. Et surtout, Vincent ne s'est pas effondré sur le champ. Il a marché jusqu'à l'auberge, ce qui est difficile à expliquer si la blessure était aussi grave qu'elle l'était. Neff et Smith suggèrent qu'un jeune homme du village, René Secrétan, qui s'était moqué de Vincent et qui possédait une arme qui avait la réputation de partir toute seule, pourrait être involontairement ou délibérément impliqué dans ce qui s'est passé. Et que Vincent, peut-être pour protéger le jeune homme, ou peut-être simplement parce qu'il était fatigué et qu'il ne voulait plus se battre, a choisi de ne pas dénoncer ce qui s'était vraiment passé et de laisser les gens croire à un suicide. Cette hypothèse reste controversée. La communauté des historiens de l'art est divisée. Certains la prennent très au sérieux, d'autres la rejettent. Il est probable qu'on ne saura jamais avec certitude ce qui s'est passé dans ce champ de blé ce dimanche après-midi de juillet 1890. Mais l'hypothèse en elle-même est fascinante, parce qu'elle ouvre une perspective différente sur la mort de Van Gogh. Si Vincent n'a pas choisi de mourir, ou si du moins sa mort n'était pas l'acte délibéré et prémédité d'un homme qui avait renoncé à vivre, cela change quelque chose dans la façon dont on lit les dernières semaines de sa vie, et notamment ses 70 toiles peintes en 70 jours, qui ne semblent pas du tout être l'œuvre d'un homme qui se prépare à la mort, mais plutôt d'un homme qui veut peindre le plus possible, tant qu'il le peut encore. Ce qu'on sait, c'est que les dernières lettres de Vincent témoignent d'un homme épuisé, préoccupé par la santé déclinante de Théo, inquiet pour sa belle-sœur et son neveu, mais pas nécessairement résolu à en finir. Il y a dans ces lettres, à côté de la tristesse, quelque chose d'autre. Une curiosité pour le monde, un intérêt pour la peinture, une attention aux autres qui ne ressemble pas tout à fait à un adieu. Mais peut-être que la question de savoir si Vincent s'est suicidé ou non est moins importante que la question de savoir comment il a vécu, comment il a peint, ce qu'il nous a laissé, et pourquoi, 130 ans après sa mort, nous sommes encore là, à parler de lui, à regarder ses tableaux, à essayer de comprendre cet homme extraordinaire et brisé et radieux. Je veux maintenant vous parler de quelque chose de peut-être plus personnel, quelque chose qui dépasse la biographie et l'histoire de l'art, pour toucher à ce que l'histoire de Van Gogh peut nous dire sur nos propres vies. Il y a une tentation, que j'ai moi-même ressentie en me plongeant dans cette histoire, de voir la vie de Vincent comme une illustration de l'idée que le génie et la souffrance sont inséparables. Que pour créer quelque chose de vraiment grand, il faut souffrir. Que l'art naît de la douleur. Je veux résister à cette tentation. Non seulement parce qu'elle est philosophiquement douteuse, mais parce qu'elle est aussi, dans un sens très concret, dangereuse. Elle romantise la maladie mentale, elle valorise l'autodestruction, elle suggère que la souffrance est une sorte de prix d'entrée pour la création authentique. Ce n'est pas ce que Van Gogh nous apprend. Ce qu'il nous apprend, c'est autre chose. Plusieurs choses, en fait, que je vais essayer de formuler ici.
Il nous apprend d'abord que l'amour du travail peut être la chose la plus profonde et la plus durable qu'un être humain éprouve. Vincent aimait peindre avec une passion qui ne s'est jamais éteinte malgré tout ce qu'il a traversé. Dans ses pires moments, à l'asile, dans la misère, dans la solitude la plus complète, la peinture était là. Et cet amour-là, cet amour du travail, de la vocation, de ce que les Grecs appelaient le daimon, cette force intérieure qui nous pousse vers ce pourquoi nous sommes faits, c'est quelque chose qui nous appartient à tous. Vous avez quelque chose dans votre vie qui fait battre votre cœur plus vite? Quelque chose que vous faites non pas pour l'argent ou pour la reconnaissance, mais parce que quelque chose en vous l'exige? C'est votre version du pinceau de Vincent. Il nous apprend ensuite que la persévérance face au rejet est l'une des qualités humaines les plus extraordinaires et les plus rares. Vincent a été rejeté, encore et encore, par presque toutes les institutions et toutes les personnes auxquelles il a cherché à se connecter. Sa famille, l'Église, l'académie, les galeries, les acheteurs potentiels. Et il a continué. Non pas par masochisme, mais parce qu'il n'avait pas le choix. Peindre était sa façon d'être en vie. Si votre travail, votre création, votre projet rencontre du rejet, souvenez-vous de Vincent. Ce rejet n'est pas une sentence définitive, ce n'est pas la vérité sur la valeur de ce que vous faites. Il nous apprend aussi que la beauté est partout, pour qui sait regarder. Vincent a peint des souliers éculés, des chaises ordinaires, des pommes de terre, des paysans sans nom, des ciels nuageux sur des polders plats. Et il y a trouvé quelque chose d'extraordinaire, non pas en dépit de leur banalité, mais à travers elle. Qu'est-ce que votre regard manque autour de vous que vous avez tellement l'habitude de voir que vous ne le voyez plus? Un visage aimé, un ciel de fin d'après-midi, la forme d'un arbre dans votre rue, la lumière qui traverse une fenêtre à l'heure dorée. Van Gogh vous invite à regarder à nouveau. Et enfin, et c'est peut-être la leçon la plus difficile à entendre, il nous apprend que parfois, l'essentiel de ce qu'on crée ne sera reconnu qu'après notre mort. Non pas parce que c'est le destin de tous les créateurs, mais parce que le temps du monde n'est pas toujours aligné avec le temps de la création. Et que cette désynchronisation, aussi douloureuse soit-elle, ne diminue en rien la valeur de ce qu'on a fait. Van Gogh a peint ses chefs-d'œuvre dans l'indifférence générale. Il n'en était pas moins des chefs-d'œuvre. Je ne peux pas terminer cette histoire sans revenir sur Théo, sur cet homme remarquable, sans qui Vincent n'aurait tout simplement pas pu créer ce qu'il a créé, sans qui peut-être aucun de ses tableaux n'existerait. Theo van Gogh est souvent représenté dans les biographies de son frère comme un personnage secondaire, le frère généreux, le mécène, le confident. Mais il mérite beaucoup mieux que cela. Il mérite d'être vu pour ce qu'il était, un homme d'une générosité et d'une loyauté extraordinaire, qui a mis d'une part significative de sa propre vie au service de quelqu'un qu'il aimait et en qui il croyait avec une conviction absolue. Théo envoyait à Vincent une somme mensuelle régulière, environ 150 francs en moyenne, parfois plus, pendant toute sa vie d'adulte. Cette somme représentait une part significative de son propre salaire. Il ne le faisait pas par pitié ou par obligation fraternelle. Il le faisait parce qu'il croyait profondément en le talent de son frère, parce qu'il était capable de voir dans ses toiles que tout le monde ignorait quelque chose d'extraordinaire. Et il ne faisait pas que donner de l'argent. Il donnait du temps, de l'attention, de l'énergie. Les lettres qu'il écrivait à Vincent, moins nombreuses que celles de son frère mais tout aussi précieuses, témoignent d'un homme qui réfléchissait sérieusement à l'art, qui avait des opinions, qui débattait avec Vincent sur pied d'égalité. Mais Théo avait aussi ses propres douleurs. Sa santé n'était pas bonne. Il avait des difficultés dans sa carrière, des conflits avec ses employeurs. La naissance de son fils, le petit Vincent Willem, l'avait rendu heureux, mais aussi davantage conscient de la fragilité de sa propre existence. Et le décès de son frère, cette mort brutale dans la chambre d'auberge de Ravoux, avec la main de Vincent dans la sienne, a brisé quelque chose en lui qui ne s'est jamais reformé. 6 mois après la mort de Vincent, Théo mourait à son tour. Il avait 33 ans. La cause médicale officielle était une maladie chronique des reins, mais tous ceux qui le connaissaient savaient que son cœur était brisé. Qu'il ne pouvait pas, ne voulait peut-être pas survivre longtemps à son frère. Aujourd'hui, ils reposent ensemble à Auvers, sous un lierre qui recouvre les 2 tombes d'un seul mouvement vert, comme si la nature elle-même avait voulu symboliser cette union qui a défié la mort. Et quand on se tient devant ces 2 pierres tombales simples, Vincent van Gogh 1853-1890 et Theo van Gogh 1857-1891, on ressent quelque chose qui dépasse l'émotion esthétique. On ressent le poids d'une vie d'amour fraternel, de sacrifices consentis, de foi inébranlable dans quelque chose que le monde ne voyait pas encore. Leur correspondance, c'est plus de 800 lettres échangées sur 20 ans,
est l'un des documents les plus précieux de l'histoire de l'art. Et c'est aussi, tout simplement, l'une des plus belles histoires d'amour fraternel jamais racontées. Le musée Van Gogh d'Amsterdam, inauguré en 1973, est aujourd'hui l'un des musées les plus visités d'Europe. Il abrite la plus grande collection d'œuvres de Vincent au monde. Plus de 200 peintures, 500 dessins et 700 lettres. Cette collection extraordinaire est à la fois un trésor artistique et un document historique d'une valeur incalculable. Le musée a été construit sur la base des œuvres que Johanna van Gogh-Bonger avait conservées après la mort de Theo. Johanna, cette femme courageuse et visionnaire, a passé des décennies à travailler pour faire reconnaître le travail de son beau-frère, à organiser des expositions, à éditer les lettres, à refuser de vendre les œuvres à la pièce pour les maintenir ensemble comme un ensemble cohérent et significatif. Son fils, Vincent Willem van Gogh, le neveu de Vincent, qui portait son prénom, a continué ce travail et a finalement décidé de léguer la collection à l'État néerlandais, à la condition qu'un musée soit créé pour la conserver et la présenter au public. Ce que Johanna et son fils ont compris, et que nous comprenons peut-être encore mieux aujourd'hui, c'est que les œuvres de Vincent van Gogh ne sont pas seulement des objets précieux au sens financier du terme. Ce sont des œuvres qui ont quelque chose à dire à chaque génération nouvelle, qui parlent à quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Les conserver ensemble, les rendre accessibles au plus grand nombre, les protéger pour les générations futures, c'est un acte de civilisation au sens le plus profond du terme. Je voudrais maintenant, avant de conclure, vous emmener une dernière fois à Auvers-sur-Oise. Je voudrais que vous imaginiez ce que c'est que d'être là, dans ce village qui n'a presque pas changé depuis l'époque de Vincent. L'auberge Ravoux est encore debout. La chambre au premier étage, minuscule, avec son plafond bas et sa fenêtre qui donne sur la rue tranquille, est encore là, presque exactement comme elle était en juillet 1890. On peut la visiter. On peut se tenir dans cet espace étroit et bas de plafond et penser que c'est ici, dans cette chambre, que Vincent van Gogh est mort. L'église romane est encore là aussi. On peut se tenir devant elle et penser à la toile que Vincent en a faite, cette toile où les murs semblent vibrer, où le ciel est d'un bleu impossible, où une femme en robe noire marche seule dans le chemin. On peut regarder la vraie église et essayer de voir ce que Vincent y voyait. Et les champs sont encore là. Ces champs de blé qui s'étendent au-delà du village, que Vincent a peint encore et encore dans ces dernières semaines. On peut y marcher, on peut y sentir le vent qui fait onduler les épis. On peut lever les yeux vers ce ciel de l'Île-de-France, souvent chargé de nuages, parfois d'un bleu profond, et essayer de voir ce que voyait cet homme roux et barbu qui marchait là avec son chevalet et ses couleurs, en cherchant quelque chose qu'il n'arrivait pas à mettre en mots, mais qu'il savait mettre en peinture. Et dans le cimetière, les deux frères reposent côte à côte. Deux hommes qui s'aimaient d'un amour rare et absolu. L'un qui a peint le monde avec une intensité qui a changé pour toujours la façon dont nous le voyons. L'autre qui a rendu cela possible par sa générosité et sa foi. Quand vous êtes debout devant leur tombe, couverte de lierre, simple et digne, il n'y a rien à dire, il n'y a qu'à ressentir. Et à se souvenir que certaines vies, même brèves et douloureuses, même incomprises et solitaires, laissent dans le monde une lumière qui ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, en 2025, Van Gogh est omniprésent. Ses images ornent des tasses, des coussins, des sacs à main, des téléphones, des tableaux numériques. Des expositions immersives transportent des millions de visiteurs à l'intérieur de ces toiles dans des dizaines de villes du monde. Des algorithmes d'intelligence artificielle s'entraînent sur son style pour générer des Van Gogh numériques. Des NFT de ses œuvres se vendent pour des sommes astronomiques. Tout cela aurait peut-être médusé Vincent, ou peut-être pas, parce qu'il y a quelque chose qu'il voulait plus que tout et qu'il a exprimé à de nombreuses reprises dans ses lettres, c'est que son art soit vu par le plus grand nombre. Non pas pour être vénéré par une élite cultivée dans des musées silencieux, mais pour toucher des gens ordinaires dans leur vie ordinaire, pour leur apporter quelque chose, pour leur dire quelque chose de vrai sur le monde et sur l'expérience humaine. « Je veux faire quelque chose qui soit humain », écrit-il à Théo. Pas quelque chose pour les galeries ou les critiques, quelque chose pour les gens. Et peut-être que dans cette profusion d'images sur des tasses et des téléphones, malgré tout ce qu'elle a de superficiel et de commercial, il y a quand même quelque chose de cela. Quelque chose de cet amour que Vincent voulait transmettre. Parce que derrière chaque personne qui achète un coussin avec les tournesols ou qui fait la queue pour une exposition immersive, il y a quelqu'un qui a ressenti quelque chose en regardant ces images. Quelque chose qui l'a touché, qui lui a rappelé quelque chose, qui l'a fait penser, ou rêver, ou pleurer. Et c'est peut-être là, au bout du compte, la mesure la plus juste du génie de Vincent van Gogh. Non pas le prix de ses toiles, non pas les millions de visiteurs dans ses musées, non pas les livres écrits sur lui,
mais le fait que dans le cœur de chaque personne qui regarde vraiment un de ces tableaux, quelque chose se passe, quelque chose de vivant, de vrai, d'irréductiblement humain. Vincent van Gogh est mort il y a plus de 130 ans. Mais quelque part, dans ce ciel qui tourbillonne au-dessus d'un village provençal en pleine nuit, dans ce champ de blé qui ondule sous un vent que personne n'entend plus, dans ces tournesols qui tendent leur tête vers une lumière que personne ne voit comme ça, quelque part, Vincent est encore là. Il peint, il regarde, il ressent. Et si vous regardez attentivement ces toiles, il vous regarde en retour. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette histoire. Au bout de cette vie extraordinaire, douloureuse, magnifique, incompréhensible et profondément humaine qu'a été la vie de Vincent van Gogh. J'aimerais vous laisser avec une pensée, une seule. Vincent van Gogh a peint pendant 10 ans. 10 ans seulement, entre l'âge de 27 et 37 ans. En 10 ans, il a produit environ 930 peintures et plus d'1 millier de dessins. Il n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant. Il ne s'est jamais marié, n'a jamais eu d'enfant, n'a jamais connu de vrai succès professionnel. Il a vécu dans la pauvreté, la maladie et la solitude. Et pourtant, il n'a jamais arrêté. Il n'a jamais abandonné sa vocation. Dans une de ses dernières lettres à Théo, il écrit « Je risque ma vie pour mon œuvre, et ma raison a fondu à moitié à cause d'elle. Ce n'est pas une plainte, c'est une déclaration d'amour pour quelque chose qui était plus grand que lui, qui dépassait sa vie et sa mort, et qui continue d'exister aujourd'hui dans ses musées et ses galeries, et ses affiches, et ses livres, et ses cœurs de millions de personnes qui ont été touchées par sa lumière particulière. Qu'est-ce que vous aimez assez pour risquer quelque chose pour ça? Qu'est-ce qui vous fait sortir du lit le matin non pas parce que vous le devez, mais parce que quelque chose en vous l'exige? Qu'est-ce que vous créez, ou que vous voulez créer, ou que vous avez peur de commencer à créer parce que vous avez peur de l'échec, du rejet, de l'incompréhension? L'histoire de Vincent van Gogh ne vous dit pas que vous allez réussir. Elle ne vous dit pas que votre talent sera reconnu. Elle ne vous dit pas que la vie sera facile, ou juste, ou généreuse. Elle vous dit seulement ceci: peindre, ou écrire, ou chanter, ou construire, ou soigner, ou enseigner, ou créer, sous quelque forme que ce soit, quelque chose qui vient de la partie la plus vraie et la plus vivante de vous-même. Et de continuer. Parce que c'est cela, ce geste de continuer malgré tout, qui est l'acte le plus humain, le plus courageux et le plus beau qui soit. Vincent van Gogh a peint sa douleur, et dans cette douleur peinte, il a trouvé quelque chose qui ressemblait à la lumière. Peut-être que vous pouvez faire pareil. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, si quelque chose dans la vie de Vincent van Gogh a résonné en vous, si quelque chose dans ses toiles ou dans ses lettres vous a ému ou fait réfléchir, alors faites quelque chose de simple mais d'important. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Parce que les histoires comme celle-là, les histoires de vies extraordinaires, de destins fulgurants, de génies méconnus et de créateurs qui ont changé le monde malgré tout, il y en a encore des centaines qui attendent d'être racontées ici. Chaque semaine, nous plongeons dans la vie d'un être humain extraordinaire. Chaque semaine, nous cherchons ensemble ce que ces vies peuvent nous apprendre sur la nôtre. Chaque semaine, nous essayons de voir le monde un peu différemment. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous l'êtes déjà, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, vous le savez, aime l'art, aime l'histoire, aime les histoires humaines, ou simplement aime Van Gogh. Peut-être que cette vidéo lui dira quelque chose qu'aucun autre mot n'aurait pu dire. Et dans les commentaires, j'aimerais savoir, quel tableau de Van Gogh vous touche le plus? Lequel parle à quelque chose en vous? La nuit étoilée? Les tournesols? L'église d'Auvers? Un des autoportraits? Dites-le moi. Parce que derrière chaque réponse, il y a quelque chose de vrai sur la personne qui l'a écrite. Merci, à très bientôt pour la prochaine histoire.